Votre livre de si longues nuits, la solitude des épreuves d'émigrés en Afrique de l'Ouest. Votre livre est consacré à 3 villes africaines, ouest-africaines, Abidjan en Côte d'Ivoire, et puis une ville au Burkina Faso, Béguédo. Et pour le Sénégal, vous avez choisi la région de Louga. Pourquoi ? Parce que la ville de Louga fait partie d'un des foyers de migration les plus importants au Sénégal. Donc il me semblait assez logique et nécessaire d'aller dans une de ces villes-là où il y a énormément d'hommes qui partent en Europe. Nous sommes avec Georges Diop également dans cet entretien. Qu'est-ce qu'elles vous ont dit les femmes d'émigrer à Louga? Il y a des calvaires? C'est effectivement pas facile pour elle. Alors tout n'est pas noir, mais c'est compliqué parce que elle se marie à des hommes donc qui partent émigrer en Europe, et elles ont ce rêve-là, cet espoir-là que leur vie va s'améliorer parce que soi-disant quand on part en Europe, on gagne un peu plus d'argent, et donc elles avaient ce rêve-là de leur vie pour elles, pour leurs enfants, pour leur famille, et en fait dans la majorité des cas, et puis surtout depuis la crise économique, en fait c'est très difficile de trouver un emploi en Europe, et donc en fait elles se retrouvent à une réalité à laquelle elles n'avaient pas du tout pensé, et en fait ces maris-là n'ont pas tant d'argent que ça à envoyer, voire pas du tout, et donc c'est des illusions qui partent. Elles sont vraiment désillusionnées, et puis donc au-delà de ce rêve un peu qui se fracasse, il faut aussi qu'elles doivent prendre en compte la solitude qu'elles vivent en tant qu'épouse, en tant que mère de famille, parce qu'elles se retrouvent sans leur mari pendant des années, et souvent en ayant très peu de nouvelles d'eux en fait. Donc ça, c'est évidemment très dur à vivre au quotidien. Sont-elles réellement victimes de cette migration alors ? Oui, dans un sens, elles sont victimes parce que elles sont assaillies de toutes ces rumeurs en fait, de tout ce qu'on peut croire sur ce qui se passe en Europe pour les immigrés. Même si aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus d'émissions, de plus en plus de discussions, de sensibilisation qui font que ces femmes-là et que les gens savent qu'effectivement en Europe c'est plus l'Eldorado que ça pouvait être avant. Et donc il y a quand même les femmes qui fréquentent des émigrés, enfin des hommes qui vont émigrer, elles connaissent de plus en plus cette situation-là. Mais après, comme on dit, effectivement, chacun a sa chance. Donc c'est pas parce que l'autre ne réussit pas que moi mon mari ne réussira pas. Donc c'est quand même quelque chose qui perdure. Dans l'ouvrage, vous parlez de maltraitance morale, souvent physique. De quoi s'agit-il réellement pour ce qui est de cette maltraitance physique? Alors il y a évidemment pas de statistiques, mais ça c'est à la gendarmerie et puis les hommes de loi qui nous en ont parlé. Maltraitance morale déjà parce que c'est en fait ces femmes-là, elles se retrouvent seules, elles se retrouvent dans une belle famille souvent, ou alors seules, et donc c'est déjà compliqué, et il y a toujours ce nœud-là de l'argent, donc elles sont pas toujours maîtresses de ce budget-là, donc c'est toujours un peu difficile de partager ce budget-là et de devoir partager ce budget-là, et puis elles sont quand même fragiles psychologiquement, donc il suffit de pas grand-chose pour un peu les déstabiliser. Et ensuite ce dont beaucoup elles racontaient, c'est les rumeurs qu'il peut y avoir, c'est-à-dire que si elles parlent à un homme, on va les accuser de peut-être trahir leur mari, on va passer un coup de fil, etc. Donc c'est très difficile pour elles parce que elles se retrouvent dans des situations où elles peuvent pas agir comme elles le voudraient, tout simplement. Et puis après, maltraitance physique, bah oui, il arrive qu'il y ait des coups, voilà, ça peut venir un peu de n'importe qui. Aurélie Fontaine, auteure donc du livre de si longues nuits, la solitude des épouses d'émigrés en Afrique de l'Ouest, livre chez l'Harmattan, coécrit, en fait on va pas dire coécrit, avec Leila Adiobi, qui a plutôt fait les photos dans ce livre-là. À la page 21, la photo d'un lit à la sénégalaise, un lit vide, et c'est le lit de Ndeye Maguette. C'est un pseudonyme que vous attribuez à l'une des femmes que vous avez interrogées dans la région de Louga. La solitude, un véritable phénomène pour ces femmes d'émigrés sénégalais, africains.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que le souci, c'est qu'elles se retrouvent de longues années sans pouvoir voir leur mari, parce qu'évidemment, c'est pas toujours évident pour eux de pouvoir rentrer, parce que s'ils n'ont pas de papier, ils peuvent pas rentrer, donc ils ne pourront pas repartir ensuite. Donc déjà ça. Et puis ensuite, le contact aussi téléphonique, il y a pas toujours des nouvelles, ou alors c'est très rare, ou alors c'est très court. Donc évidemment, c'est difficile, pour toute personne de rester seule comme ça sans son mari, sans son épouse, et puis aussi d'élever aussi seule ses enfants. Donc c'est pas simple du tout pour ces femmes-là. Et puis elles ne savent pas aussi, elles sont quand même pas mal dans c'est la solitude du quotidien, mais aussi un peu cette solitude où elles ne savent pas quand cette situation-là va se terminer. C'est-à-dire que est-ce qu'un jour on sait que dans les années 90 et avant peut-être les jeunes filles sénégalaises aimaient se marier avec des émigrés. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2018, c'est toujours le cas? Est-ce que c'est toujours un phénomène, une option pour les jeunes filles sénégalaises de trouver un mari émigré? Alors oui, ça l'est toujours. Dans quelle proportion par rapport aux années 80-90, ça je pourrais pas vous le dire, mais oui, c'est toujours le cas, parce que comme je le disais, chacun sa chance. Donc c'est pas parce que ça a pas réussi pour certains que ça réussira pas pour d'autres. Mais après, donc nous on a rencontré des jeunes filles donc qui étaient au lycée à ce moment-là, notamment à Louga, et qui expliquaient que elles ne veulent plus compter sur des hommes pour pouvoir réussir, et non pas qu'elles ne veulent pas se marier à des immigrés, mais c'est que elles décident d'aller immigrer parce qu'elles se disent que de toute façon elles trouveront plus facilement un boulot, et qu'il faut plus compter sur les hommes, mais qu'elles ne doivent compter que sur elles-mêmes. Alors cette solitude, 10 ans souvent sans voir leur mari, rester en Europe parce que ne disposant pas de papier, la conséquence c'est souvent le divorce. Que disent les statistiques? Alors il y a absolument pas de statistiques là-dessus, parce que il y a tout simplement pas d'organisme ou d'institution qui traite de ces chiffres-là. Il faut juste savoir que c'est effectivement il y a de plus en plus de divorces d'après ce qu'on a pu nous recueillir comme témoignages, mais encore une fois, pour ces femmes-là, c'est compliqué de demander le divorce parce qu'il y a toute une pression familiale qui fait que on leur dit non, attends, peut-être que l'année prochaine ça ira mieux, peut-être que dans 2 ans ça ira mieux, et donc pour ces femmes-là, c'est très difficile de demander le divorce, mais comme il y a une sorte d'effet de boule de neige, c'est-à-dire que les femmes parlent entre elles des séparations qu'elles ont réussi à avoir et à faire, et donc ça donne du courage un peu aux autres. Mais si la séparation arrive après divorce, est-ce que ces femmes vivent bien ce divorce? Alors ça, je n'ai aucune idée. Je ne pourrais pas répondre à cette question. Avez-vous rencontré des femmes? Non, des femmes. Alors oui, des femmes qui se sont séparées. Qui se sont séparées de leur mari resté. Alors en tout cas, celles qu'on a rencontrées, elles le vivent plutôt bien, et elles le disent. Elles disent en fait qu'elles l'ont fait trop tardivement. Soulagement alors. Voilà, soulagement, parce que elles disent finalement, encore une fois, c'est des témoignages précis, ça reflète pas du tout la globalité, mais voilà, elles disent que elles sont soulagées et qu'elles auraient dû le faire avant, parce que comme l'une d'entre elles dit, elle a un petit peu perdu sa jeunesse. Il y en a pour qui c'est vraiment raté. Vous donnez l'exemple de Ndeye Fatou, dont le mari est resté trop longtemps à l'étranger. Elle finit par divorcer d'avec lui, et elle dit, elle divorce, mais elle est devenue vieille. Oui, c'est ça, c'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'elle considère qu'elle a perdu sa jeunesse, et que maintenant pour elle c'est plus possible de se remarier en fait et de recommencer une nouvelle vie, et donc elle explique aussi que elle essaye de transmettre ça à ses filles, et ses filles le disent qu'elles ont vu leur mère être malheureuse, donc pour elle il est impensable de reproduire le même schéma. Est-ce que ce sont les mêmes raisons, les mêmes causes à Abidjan et dans l'autre ville burkinabé où vous avez recueilli des témoignages de femmes? Est-ce que c'est la même chose pour les Sénégalaises que pour les Ivoiriennes et les Burkinabés? Alors on a voulu justement prendre des situations différentes, et par exemple pour la Côte d'Ivoire, on est allé à Abidjan rencontrer des femmes plutôt de la classe moyenne qui sont indépendantes financièrement, aussi pour montrer et puis pour voir si ça collait, que c'est cette volonté d'épouser des hommes qui partent travailler en Europe, c'était
que forcément une question financière. Et en fait, donc en Côte d'Ivoire, on s'est rendu compte que non, parce que ces femmes-là, elles ont un travail, elles sont indépendantes financièrement, donc, et c'est aussi un petit peu une sorte d'ascenseur social, c'est-à-dire que c'est assez bien vu de pouvoir se marier à un benguiste, comme on dit en Côte d'Ivoire. Il y en a qui n'ont pas du tout des nouvelles de leur mari, qui restent longtemps sans le moindre contact téléphonique, que ils savent même pas si leur mari est vivant ou mort. Oui, tout à fait. Oui, on a rencontré des femmes comme ça. Donc, évidemment, c'est très 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 difficile. Donc, elles essayent mais qui sont scotchées au foyer par la belle famille, par leur propre famille. Elles bougent pas, elles n'osent pas prendre leurs responsabilités, partir. Oui, alors leur responsabilité, je sais pas, mais c'est-à-dire que pour elles, c'est compliqué parce qu'on vit toujours dans l'espoir en fait. Elles restent pas les bras croisés chez elles, c'est-à-dire que elles essayent de chercher des informations, de contacter les collègues. Quand il y en a qui reviennent d'Europe pour les vacances, elles essayent de discuter avec eux, voir si elles ont pas vu leur mari. Enfin, elles font leur propre enquête avec les moyens qu'elles ont. Et puis évidemment, il y a toujours cet espoir-là. Tant qu'on n'a pas dit non, mon mari est mort, il y a évidemment toujours l'espoir de pouvoir le retrouver. Alors il y a cette dame qui dit être tombée enceinte pour que son mari la répudie. Est-ce que cette stratégie est courante chez elle? Alors je pense pas que ce soit une stratégie. C'est vraiment une femme qui était dans une situation compliquée. On lui a imposé plus ou moins un mariage qu'elle ne voulait pas, et alors qu'elle était amoureuse de son copain et que son copain était amoureux d'elle. Donc après, c'est pas quelque chose de conscient, j'imagine. C'est pas une stratégie, mais c'était vraiment. Elle voulait avoir sa propre ça passe vie, pas, quoi. Ça. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais après, c'était difficile pour elle, mais je pense qu'elle était tellement acculée que voilà, c'était aussi une solution pour elle de se sortir de ce mariage-là. Mais après, je pense pas que ça ait été vraiment calculé. En face, il y a des hommes chasseurs de femmes d'émigrés aussi, un phénomène qui est là. Oui, c'est vrai, oui. En fait, les femmes le racontent à la fois au Sénégal et au Burkina. Souvent, ils reviennent pendant les vacances et c'est vrai que ce que disaient les sociologues, c'est que c'est quelque chose de nécessaire et de bien vu quand ils rentrent, eux, d'avoir une femme et une famille dans leur pays d'origine. Donc, évidemment, quand ils rentrent, ils cherchent à épouser une femme. En fait, ma question, c'était ces hommes restés au pays et qui sont à la recherche de femmes d'émigrés, qui profitent de leur faiblesse à tout point de vue pour les avoir dans leur escarcelle. Est-ce que vous avez rencontré des femmes qui vous ont raconté qu'elles sont tombées dans le piège de ces hommes peut-être malveillants? Non. Après, elles se sont toutes mariées. Alors, il y a eu des pressions évidemment, mais elles se sont toutes mariées. Par choix. Enfin, elles l'ont fait sans aucune pression. Après, elles m'ont raconté leur rencontre et il y avait pas de piège. Elles sont juste, c'est juste des hommes qui les ont plu, en fait. Au final. Vous avez parlé qu'à des femmes et les enfants d'émigrés? Alors les enfants des épouses qu'on a rencontrées étaient quand même relativement jeunes. Ensuite, donc par exemple, les filles de Ndeye Fatou, donc on a pu discuter avec elles et c'est ce qu'elles disaient. Elles racontaient que elles ont vu à quel point leur mère était malheureuse. Donc pour elles, il est hors de question de reproduire le même schéma. Et il y a des enfants aussi donc on a rencontrés et leur père est revenu ensuite après et l'ajustement a été un petit peu difficile évidemment et puis au final la famille est réunie et père et enfants sont contents d'être ensemble. Alors au regard de tout ce qu'elles vivent, ces femmes d'émigrés, la solitude, les longues nuits, est-ce qu'elles ont envie aujourd'hui que leurs enfants aillent à l'étranger? Oui et non, c'est-à-dire que oui, bien sûr, parce que ça constitue une expérience, ça constitue un voyage et aussi une possibilité peut-être d'un meilleur avenir, mais pas dans ces conditions-là. C'est-à-dire que il faut que ce qu'elles expliquent, il faut que les conditions soient réunies pour que tout se passe au mieux. Veulent-elles donner en mariage de filles à un émigré? Non.
Non, parce que elles-mêmes ont vécu ces situations-là. Elles ont vu à quel point c'était dur. Traumatisant pour elles. Oui, bien sûr. Oui. Et puis grandir aussi sans son père, évidemment, c'est pas quelque chose d'agréable. Donc non, elles n'ont pas envie que leurs enfants vivent ce qu'elles ont vécu. Contrairement en Europe, quand il arrive ce genre de situation à des personnes, à des femmes, il y a un accompagnement peut-être social, psychologique pour être précis. Ça n'existe pas, en tout cas au Sénégal. Je ne sais pas pour la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Oui, effectivement, au Sénégal, donc quand on a rencontré ces femmes-là, il n'existait pas d'association ou d'organisation qui leur venait un petit peu en aide. Il y avait à l'époque, les radios avaient déjà fermé, mais une femme à Louga qui animait une émission et où justement elle recueillait les témoignages de ses épouses d'émigrés. Donc elle lisait leurs lettres à l'antenne et les femmes pouvaient appeler. Donc ça leur permettait un peu de raconter leurs histoires et d'avoir des conseils et de se sentir soutenues. Aurélie Fontaine, je rappelle que votre livre s'appelle De si longues nuits, la solitude des épouses d'immigrés en Afrique de l'Ouest. C'est vous qui avez fait les textes et les photos. C'est Leïla Adjovi. Parlez-nous d'elle un peu. Elle est quoi, votre co-auteur? Donc elle a fait les photos avec moi. Elle a gagné le Grand Prix de la Biennale récemment. Et donc en fait, on est partis toutes les deux au Burkina, au Sénégal et en Côte d'Ivoire pour faire ces photos-là. C'est des photos en noir et blanc à l'argentique. Et donc ce qu'elle explique dans le livre, c'est que le challenge pour elle, c'était de photographier cette attente-là et cette solitude-là, souvent chez des femmes qui ne voulaient pas être reconnues. Donc montrer leurs émotions sans pouvoir voir leur visage en fait. Quelle est la tendance que la tendance se marier avec un immigré va encore persister au Sénégal, ou que les femmes vont se raviser, vont avoir d'autres postures, d'autres envies? Alors je sais pas vraiment, mais c'est vrai que il y a quand même de plus en plus de vulgarisation autour de cette situation. On en parle à la radio, on en parle à la télé, on en parle dans les journaux, les gens en parlent entre eux, et donc ils savent en fait que ce qu'on prenait pour un Eldorado ne l'est plus. Merci Aurélie Fontaine, merci Georges Détié Diop. Bon succès pour votre livre. Je rappelle que vous êtes journaliste, auteur de cet ouvrage dont nous parlions ce matin sur RFM Matin. Bonne journée.